En même temps qu'il grandissait, Google a rajouté des services en plus de la recherche. Ils ont un menu avec peut-être 30 services populaires ou plus, des services qui sont populaires à des degrés variés. Ils ont un organiseur, ils ont un service d'email, ils ont un service pour l'achat des cartes de crédit, ils ont un service vidéo. Ils sont vraiment un fournisseur de services très variés et n'offrent pas uniquement la fonction de recherche. Les divers services n'ont pas eu autant de succès que Google Search. Mais je pense que Google Earth aura la même importance que Google Search lorsque les gens utiliseront des appareils portables plus que des ordinateurs de bureau. Et c'est là où la recherche locale de Google Earth sera très intéressante. Car vous pourrez tenir un portable dans la paume de votre main et vous pourrez identifier tout ce qui vous entoure. Et alors ce McDonald's, ce magasin de téléphone, pourront vous envoyer leur publicité. Tant que ce n'est pas du matraquage et si l'utilisateur contrôle toujours la situation, alors ce sera un bon compromis. Et potentiellement, un service très lucratif pour les fournisseurs. Oh, Google, enough is enough. Opt out of this thing. Google a une approche qui est très horizontale, c'est-à-dire essayer d'être présent un peu sur tous les secteurs, on va dire. On pourrait faire une métaphore assez simple, si vous vous souvenez, dans les années fin des années 60, début 70, il y avait le film 2001, Odyssée de l'espace, et on symbolisait dans un rectangle noir vertical tout le savoir de l'humanité, finalement, voire même au-delà. Et Google, paradoxalement, c'est un rectangle blanc horizontal qui aujourd'hui veut couvrir tout, et tous les champs. Et donc ce moteur de recherche essaye d'être actif dans tous les champs, y compris celui de l'information. Le paradoxe avec l'information, c'est le suivant, c'est que Google News pour Google, c'est une petite chose. Pour le monde de l'information, c'est une révolution. On sait qu'aux États-Unis, dans la classe d'âge 15-30 ans à peu près, 44-45% des gens vont tous les jours s'informer sur Internet et moins de 20% lisent un journal. Donc là, tout d'un coup, dans cette génération qui va continuer à grandir et à vieillir, l'habitude est bien clairement prise d'aller préférentiellement sur Internet plutôt que d'avoir un rapport au papier ou un rapport aux médias dits classiques. Sur les États-Unis, je crois qu'ils ils recensent 4500 sources d'informations et toutes les 10 minutes, ils changent la une, ils sélectionnent les informations les plus récentes, les informations les plus importantes. Il n'y a pas d'intervention des individus de Google, c'est fait par des algorithmes et donc il suffit d'aller à Google News pour avoir une vision de ce qui est en train de se passer. Il y a des gens, parmi les plus jeunes, qui considèrent qu'il est plus facile de faire confiance à une formule mathématique qu'à des êtres humains. Et donc Google News est entre guillemets, une idée que je ne défends évidemment pas, mais que Google News est entre guillemets plus objectif, parce que calé sur un mécanisme de plus c'est demandé, plus c'est important, et donc plus c'est important, plus je mets en haut. C'est ça Google News. Donc ils font plus confiance à cette formule mathématique-là qu'à une collectivité humaine qui se réunit autour d'une table avec des gobelets de café en disant aujourd'hui quelle est l'information, ou cette semaine quelle est l'information la plus importante qu'on a à traiter et pourquoi on va la mettre en ligne. Pour eux, le principe c'est ouvrir un accès à tous aux contenus qui sont disponibles, les réunir, les rassembler, et de ce point de vue, jouer ce rôle qu'ils appellent good. Ils sont bons, ils jouent un rôle de bienfaiteur de l'humanité, entre guillemets, en offrant au plus grand nombre des contenus. Moi, je suis plein de cette même bonté et générosité, mais jusqu'au moment où on commence à prendre des contenus sans les payer à d'autres. Ça, je pense que là, la générosité ne peut pas s'appliquer. Moi, je travaille beaucoup avec les journaux, avec les sites des journaux online, et beaucoup ont eu la tentation de fermer l'accès à leur site pour faire payer. Ils ont découvert que quand on ferme l'accès au site, les moteurs dont on parlait, les petits robots qui vont rechercher l'information sur les sites ne peuvent pas rentrer. Et comme ils ne peuvent pas rentrer, ils indexent pas. Et comme ils indexent pas, on n'existe plus. La gratuité de l'information, comme les économistes l'appellent dans un épouvantable néologisme ou anglicisme, la commodisation de l'information, c'est-à-dire le fait que l'information soit maintenant une donnée de base à laquelle on n'associe pas de valeur, et là, qu'on le veuille
ou non. Mais à mon sens, ça veut dire deux choses. D'abord que le média le plus massif en termes d'information, à horizon de 5, 6, 7 ans, peut-être même beaucoup bien avant, ce sera non pas la télévision, déjà plus la presse écrite, ou non pas la radio, mais l'Internet. Ça sera le média par lequel, le plus massivement possible, les gens s'informeront et les jeunes générations s'informent déjà aujourd'hui, que ce soit l'Internet de bureau, le téléphone mobile, enfin toute la déclinaison numérique, cet univers-là. Alors que derrière, ça veut dire on puisse encore vendre des journaux sans faire en sorte que ces journaux soient le média le plus massif d'information, certainement, mais ces journaux doivent se réinventer justement pour apparaître comme non substituables par rapport à l'information qui arrive dans l'univers numérique. Donc des journaux qui ont vécu après la Seconde Guerre mondiale, ou même avant la Seconde Guerre mondiale, comme étant ceux qui révélaient l'information factuelle. Le journal vous apprend ce qui s'est passé dans le monde. Puis ensuite, l'analyse, elle est arrivée du temps de la télévision. Le news analysis, qui est une invention du New York Times, arrive au moment où la télévision explose en termes d'audience. Et aujourd'hui, il faut sans doute que les journaux passent à quelque chose d'autre, qui tient entre le fait de raconter, d'expliquer. Voilà. Le modèle traditionnel, je suis sur mon précaré, je le vends parce que les gens n'ont pas d'autre solution, ça n'existe plus. Un des programmes les plus ambitieux de Google aujourd'hui consiste à numériser les livres provenant de bibliothèques. Ils ont des accords avec Stanford, Harvard, Oxford, la bibliothèque de l'Université de Californie, la bibliothèque de New York et l'Université du Michigan pour numériser et produire sous format électronique des copies de pratiquement toutes leurs collections. En ce qui concerne les livres encore soumis aux droits d'auteur, Google vous permet de les rechercher, mais vous ne pouvez pas accéder aux livres dans son intégralité. Il y a quand même des procès à ce sujet opposant Google aux auteurs et aux éditeurs. Je pense que l'affaire finira à la Cour suprême des États-Unis. En fait, Google estime que tout ce qui se trouve sur Internet est protégé par une utilisation raisonnable. Google a eu un comportement vraiment très surprenant, et j'emploie une litote, quand ils ont décidé qu'ils allaient numériser des livres sous droit, des livres qui sont encore possédés par les éditeurs représentant les auteurs, et qu'ils les mettraient en ligne sans avoir l'autorisation. En s'adressant aux éditeurs, en leur disant « Évidemment, si vous êtes assez sot pour ne pas voir que vous avez grand intérêt à ce que ces livres soient en ligne, alors vous pourrez demander qu'on les retire. » C'est quand même un comble. C'est qu'un comble, c'est tout simplement une sorte de contrefaçon. La digitalisation des livres et la mise à la disposition des gens du monde entier de toutes les connaissances qui sont jusqu'à maintenant réservées aux élites, aux gens des pays développés ou aux gens qui font des études dans les pays développés. Dear François Mitterrand. Ce cher François Mitterrand a construit des opéras et des musées et a transformé la Bibliothèque nationale. Mais la France n'a qu'une seule grande bibliothèque où l'on n'entre qu'avec des autorisations. Les États-Unis ont peut-être une centaine de grandes bibliothèques et même ça, c'est limité. Ceci donne la possibilité à tous ceux qui savent lire et écrire d'avoir accès à une vaste quantité de ressources et de connaissances, ce qui était impensable avant. Ça a changé l'accès à la connaissance de façon qualitative et ça menace les vieilles institutions. Ça les rend perméables au profit et au capitalisme. Mais je pense que ce serait un tort de dire qu'il n'y a pas de côté positif et bénéfique aussi.
J'ai une discussion sur mon blog Transnet là-dessus avec un Vietnamien ou quelqu'un d'origine vietnamienne, un Algérien ou quelqu'un d'origine algérienne, je n'avais pas le moyen de le savoir, mais ils sont extrêmement intéressés par le fait qu'on puisse accéder à tous les livres d'études, à tous les livres de classe, à tous les textes fondamentaux de la culture universelle, si le mot existe, et donc qu'on puisse le télécharger depuis une petite ville d'Asie, une petite ville d'Afrique, une école, etc. Je n'ai pas envie de confier à une entreprise qui soit une entreprise exclusivement capitaliste ce qui doit être le capital de l'humanité tout entière. Nous existons depuis Charles V ou François Ier et nous nous soucions bien sûr de nous assurer que quelles que soient les évolutions technologiques, et vous savez à quel point tout ça bouge vite, vos petits-enfants et les miens, et bien au-delà, nos descendants puissent être sûrs d'accéder à ces merveilles. Il y a un choc des cultures qui est important puisque Google va pouvoir monétiser des auteurs français qui sont aujourd'hui libres de droit. Effectivement, quand on voit un livre de Maupassant à l'université de Stanford aux États-Unis qui a été scanné, puisqu'il est libre de droit finalement, qu'il a été scanné et mis sur les ordinateurs de Google et donc ensuite accessible partout dans le monde en tapant une requête pouvant aller chercher un mot qui est dans ce livre, effectivement Google va être aussi sur le livre. Simplement nous Européens on réagit parce que c'est un auteur français, parce que ça fait partie de notre culture et ce qui nous embête beaucoup c'est que c'est libre de droit et que Google peut demain en tirer des revenus. Un éditeur anglais m'a raconté que cherchant le livre de Dickens, vous savez les grandes espérances, Great Expectations, un des joyaux de la littérature britannique, a eu la surprise de voir à droite une publicité pour une entreprise qui organise des mariages entre des âmes esseulées. Les grandes espérances, grandes espérances. Et aussi, il a trouvé le poème de Eliot, autre exemple qui est évidemment frappant, et que je livre à votre méditation, qui s'appelle Wasteland, le terrain perdu, la terre lointaine et perdue. Et à droite, il y avait une publicité pour un marchand de corbeilles à papier et de boîtes à ordures. Alors ça fait tout de même réfléchir. Tout peut être numérisé et donc tout peut être monétisé. Et effectivement, Google a encore des marges de progression dans l'augmentation de son chiffre d'affaires et donc de sa valorisation boursière. Google est devenu probablement le verbe le plus utilisé sur Internet. Vous googlez quelqu'un. Effectivement, to Google someone, c'est tout simplement taper le nom d'une personne dans le moteur de recherche et de voir ce qu'il en retourne. Les gens ne sortent plus pour un rendez-vous galant sans avoir auparavant pianoté le nom de la personne. Vous googlez les gens à tout moment, vous ne faites pas affaire sans avoir d'abord googlé cette personne. I can't take it back. I used to have a crush on you. Though I was just a boy, one thing I know for sure, baby, you were my favorite girl. But if I really think it through, I was your only fool from third grade to high school. So it may be a little weird after all these years. I might wonder what it is you do. I Google you. Do you Google me? Where can you be? Sweet Natalie. I Google you. Do you Google me? Where can you be? Sweet Natalie. Nous vivons vraiment aujourd'hui dans un monde où toute l'information se trouvant sur Internet est accessible par Google. Ça veut dire que les gens peuvent trouver votre numéro de téléphone, votre adresse et dans beaucoup de cas, voir à quoi vous ressemblez et tout le reste. Donc c'est une invasion de votre vie privée qui résulte de la possibilité de rendre toutes vos informations vous concernant disponibles aux masses. Dis-moi, qu'est-ce que tu cherches et je te dirai à quoi tu penses.
Google enregistre chacune de vos recherches. S'ils font ça, à ce qu'ils disent, c'est dans le but d'améliorer la qualité des résultats. Car plus ils en savent sur vous et vos habitudes, plus ils seront précis pour vous donner de meilleurs résultats sur vos futures recherches, qui correspondront alors à vos centres d'intérêt. Mais le côté obscur de tout ça, c'est qu'il y a quand même un grand danger potentiel pour la vie privée du fait de la conservation de ces données. Je vais vous donner un exemple personnel. À chaque fois que le médecin me prescrit un médicament, je me renseigne sur ce médicament. Je tape le nom sur un moteur de recherche. Donc ça enregistre mon histoire médicale, chose que presque tout le monde souhaite garder confidentielle. Malheureusement, non seulement elle est gardée en mémoire sur le moteur de recherche, mais également sur chaque site consulté. Les moteurs de recherche constituent, par conséquent, le cœur du problème. les gens ne doivent jamais oublier que si vous avez des secrets, que vous ne voulez pas que le monde les découvre, ne les saisissez jamais sur un ordinateur parce que là, ils peuvent être pistés. You've got to check this out. And I'm going to type in our address. Okay. And wait for it. What's it doing? Wait for it. What's it doing? Watch it. Watching it. What's it doing? Wait for it. Here it goes. No way. No way. There it is. That's our house, man. It's great. Type in Anna's address. Okay. Type in your mom. It's my mom, too. All right. Your mom. No. Take that one, Google Earth. It doesn't have everything. Type in Osama bin Laden. Okay. Dude, Osama bin Laden. Bin Laden. As they would say in Massachusetts. Could you imagine though? It was like, hey, Osama bin Laden. Should we tell somebody about this? No, dude. Then Mom will know we were on the computer, okay? But shouldn't we tell the president? Dude! No Halo for a week. Naturellement, ce sont les services gouvernementaux et policiers qui nous inquiètent. Mais il faut aussi se méfier de chaque avocat, à chaque procès. Ça va, comme je le disais, du divorce au conflit de voisinage ou de droit commercial. Ces dossiers peuvent se retourner contre les gens de façon inattendue. Ils ont la technologie pour être Big Brother, mais la finalité n'est pas politique. La finalité, elle est simplement commerciale. Google assure qu'aucun être humain ne regarde vos emails. Il s'agit uniquement de logiciels qui les scannent pour en extraire les meilleures idées publicitaires. Mais ils sont soumis à des pressions terribles pour protéger les informations. Parce que, comme nous le savons tous, les criminels et les hackers ont réussi à extraire des informations d'ordinateurs qui sont en théorie les mieux protégées. Aujourd'hui, à l'heure de l'Internet, tout est information. La météo, c'est de l'information, un blog, c'est de l'information, un courrier électronique, c'est de l'information, une photo, une vidéo, c'est de l'information. Et à partir du moment où Google va mettre tout ça sur ses serveurs et analyser ce que font les internautes avec, effectivement, on peut en avoir une vision assez machiavélique. All right. Crush your head. Oh, you're just riot, aren't you, Mr. Footy Man? Crush your head and crush it. Yeah, you like your head in a vice? Well, crush it. Et donc, si vous vouliez connaître vos concurrents ou qui fait partie d'un groupe comme le Falun Gong, tout cela est possible. Yahoo a pénétré la Chine, Microsoft a pénétré la Chine, avec des outils qui pouvaient permettre d'identifier les individus. Certains dissidents ont été arrêtés. Yahoo a révélé des informations privées sur les utilisateurs de Yahoo.
Cela a entraîné l'emprisonnement d'un journaliste chinois pour 10 ans et d'autres pour 8 ans ou 4 ans. Google n'a pas été confronté à ce problème pour l'instant. La raison en est que Google n'a pas de service de email ou d'hébergement de blog en Chine. Donc la même question se pose. Si ce n'est pas maintenant, ce sera certainement dans un futur proche que Google devra réfléchir sur ce qu'ils devront faire pour protéger la confidentialité de leurs utilisateurs. Sergey Brin m'a dit qu'il n'était pas certain que ce soit une bonne chose qu'il soit entré en Chine et céder à la censure. We're still disagree with the premise. We actually are not censoring. In fact, our search is the only search engine I know of, the only major one that operating in China, where we do know no filtering. It is, however, censored by the Chinese firewall itself, which where they're able to take out certain searches at the border, and there's nothing we can do. Il y a eu beaucoup de débats au sein de l'entreprise. J'ai parlé avec des salariés qui m'ont dit qu'ils avaient eu des réunions orageuses. Une grande partie du personnel pensait que la société prenait la mauvaise décision en allant en Chine. Mais ils ont pénétré le marché chinois parce que c'est une économie en pleine croissance. Et ne pas faire partie du second plus grand marché n'a pas beaucoup de sens si vous êtes une entreprise qui recherche le profit. Mais malheureusement, le résultat final ne diffère pas tellement des autres sociétés .com, telles que Yahoo et Microsoft. Ils ont dû se censurer, entrer dans le cadre de ce que le gouvernement chinois permet comme information en ligne. Je pense que Google a franchi la ligne quand ils sont devenus l'instrument de l'oppression en Chine, quand ce sont eux qui appliquent la censure. Si vous cherchez le mot place Tiananmen hors de Chine, ce que vous voyez, ce sont des pages et des pages de manifestations, de massacres, de tanks de la place Tiananmen et des étudiants, des citoyens massacrés. C'est bien visible en ligne. Mais si vous allez en Chine et vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche, vous tapez place Tiananmen dans le google.cn, qui est la version chinoise du moteur de recherche de Google, vous voyez des touristes souriants, vous voyez les drapeaux chinois, vous voyez des images de la place Tiananmen. Google a son principe et son idéal. Il s'agit de procurer toute l'information à tout le monde. Mais ce principe fondamental de l'entreprise a été sérieusement compromis lorsqu'ils sont venus en Chine. Nous avons tous été stupéfaits que une entreprise qui publie à son de trompe son intention de ne pas faire le mal, vous savez, don't be evil, très bien, accepte que pour trouver sa place sur le marché chinois, accepte de faire des concessions pour ce qui est de l'accès libre à l'ensemble de l'information. Je trouve qu'il y a là au moins un motif d'être mis en alerte. Ce n'est pas la montée de Big Brother, mais celle de Little Brother. Au lieu d'avoir un grand œil qui vous regarde, vous avez maintenant 1 million de petits yeux qui observent chaque action que vous faites. Et la question est, sommes-nous prêts à accepter ce compromis? Quelle forme
doit-on inventer pour limiter et améliorer la dimension expansionniste d'entreprises comme Google? Ceci me semble être un défi fondamental pour l'Europe. Je pense que ces gars veulent changer le monde. Ce sont des visionnaires. Ils ont une vision à long terme et ils croient qu'il n'y a rien qui puisse les arrêter. Si la plus grande ambition de Larry Page est d'abattre les murs des bibliothèques, celle de Sergey Brin est de permettre aux gens d'accéder à leur code génétique sur Google afin que chacun d'entre nous puisse un jour être capable de googler ses propres gènes. Il se trouve que le moteur de recherche serait parfait pour compulser le génome humain. En fait, quelqu'un pourrait demander en mariage une autre personne qui, avant de lui donner une réponse, dirait « Je t'apprécie, je t'aime, mais avant de me décider, j'aimerais googler tes gènes pour voir dans quoi je m'engage. » Les fondateurs de Google sont véritablement intéressés par quelques idées délirantes. Par exemple, ils ont parlé de la possibilité d'avoir un ascenseur spatial qui serait un moyen plus rationnel pour transporter des gens et du matériel dans l'espace. In one moment, Earth, in the next, heaven. In fact, Keyhole, which was the company that became Google Earth, worked with NASA before too. So there's a lot that we work together in. Maybe someday we'll get exotic, we'll build space tethers and things like that. Je crois que les gens se réveillent et commencent à comprendre qu'un nouveau modèle pour faire des affaires émerge. Et qu'il s'appuie beaucoup plus sur l'aspect créatif que pendant les 40 dernières années. Et ça va avoir un grand impact sur l'avenir. La question est, peut-on faire confiance à Google ? Il est absolument impossible de prédire ce qui va arriver dans le futur. Une chose formidable dont on est sûr, c'est que les visionnaires se trompent toujours. Et in fine, maintenant, on parle de Google comme du grand monstre et de cette espèce de désir de Google de tout capter. Rien n'empêche de penser qu'à un moment donné, il va y avoir une autre application qui va arriver, ils feront le mauvais choix et va émerger un autre monstre. Je pense qu'avec le temps, ils devront être attentifs à ne pas devenir arrogants, à ne pas voler trop près du soleil, ou alors ils brûleront leurs ailes et tomberont. Parce que la plus grande menace qui pèse sur Google, c'est Google lui-même. I remember I was a stuffy nerd, alone in my room, facing my computer, wondering how to index the entire world, how to find pills, poker, and pornography. No fun, no friends, no party, but one day I found a way, pay, drink, and sponsor links, lot of cash and money. Buy me a big Boeing with a real nice tune, dancing with Burning Man, yo. Follow me if you can, I'm a god inside the space. Voilà pour l'incroyable aventure, l'incroyable saga Google. Retour sur cette success story, ses parts d'ombre également. Retour plus largement sur ces nouveaux aventuriers du numérique en compagnie de mes invités qui ont regardé docilement avec moi ce film, qui ont vibré à l'incroyable ascension de Google. Antoine Joutot, on est ravis de vous recevoir. Vous êtes le directeur général adjoint du site Le Bon Coin. Le Bon Coin, tout le monde connaît maintenant en France. Vous vous y occupez notamment du marketing, de la communication et des ventes. Alors Le Bon Coin, c'est vraiment une success story française, mais pas que. On verra ça tout à l'heure, avec des millions d'internautes français qui visitent le site chaque mois pour consulter alors des petites annonces tous azimuts, puisque ça va d'échanger sa commode ou son armoire avec le fait aujourd'hui de vendre son appartement ou même de trouver du boulot. Il paraît que tout ce qui concerne l'emploi chez vous, c'est vraiment en train d'exploser. On en parlera évidemment
avec plaisir dans quelques instants. À vos côtés, Sarah Hazan. Alors j'étais très heureuse de tomber sur votre histoire. Je cherchais, pour tout vous dire, sur le net, quelqu'un qui incarnerait cette nouvelle génération d'aventuriers, d'aventurières du numérique. Et je suis tombée sur l'histoire de Babbler, ce site que vous co-dirigez aujourd'hui. C'est un peu, vous dites, le Facebook des relations presse et de la communication. C'est déjà un peu une success story. Vous allez nous en parler dans quelques instants. Et puis Denis Gancel, cofondateur et président de l'agence W et compagnie et auteur d'un livre, co-auteur d'un livre tout à fait passionnant, La Société des marques, où justement vous analysez cette nouvelle société du numérique et les responsabilités qu'elle engendre, notamment pour le consommateur, mais pas seulement, surtout pour ceux qui vendent aujourd'hui. C'est un livre tout à fait passionnant où l'on parle d'éthique, notamment cette nouvelle éthique des marques. On y reviendra dans quelques secondes. J'aimerais d'abord avoir votre regard à vous, Denis Gancel, sur l'aventure Google. Dans votre livre, vous expliquez très bien que le numérique permet le meilleur comme le pire. Est-ce que Google est vraiment l'incarnation de ça ? Oui, alors, bon, on vient de voir une très belle carte postale, et comme savent très bien le faire les Américains, c'est-à-dire qu'il y a un très beau récit, et dans une toute carte postale, il y a un recto et un verso. Alors, le recto, c'est ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire deux entrepreneurs qui entreprennent dans un garage, dit-on, parce que c'est toujours ce mythe du garage, qui là est un garage assez doré, puisque ce sont des enfants de parents extrêmement... Très favorisés quand même. De milieux, voilà, de milieux assez dorés, avec des parents ingénieurs. Il ne faut pas oublier que la mère de l'un d'entre eux est ingénieur à la NASA. Ils sont très forts en informatique. Ils sont étudiants à Stanford, qui n'est pas n'importe quelle université. Oui, c'est pas des self-made man dans leur petit garage pourri. Voilà, c'est juste pour corriger ce recto de la carte postale. Et ce sont des entrepreneurs qui sont très forts en informatique, donc, qui ont derrière eux leur université. Il ne faut pas oublier que Stanford a mis à disposition l'ensemble du matériel informatique de Stanford. Il ne faut pas oublier aussi que Stanford est actionnaire de Google. C'est des choses qu'on n'imagine pas en France, que la Sorbonne soit actionnaire d'une start-up. C'est des choses que cette complémentarité extrêmement fructueuse aux États-Unis, qui pourrait l'être en France, on va y revenir, aux États-Unis, entre l'académique, la recherche et l'entreprise. Les fameux investissements publics-privés, c'est un vrai sujet en France. Voilà. Alors, tout ça est extrêmement intéressant et ce vent nouveau d'entrepreneuriat souffle en France. On est dimanche soir. Je pense que beaucoup de parents ont été surpris au déjeuner du dimanche de recevoir leur enfant étudiant qui dit qu'ils sont en colloque, que c'est trop stylé d'entreprendre et qu'on va créer une start-up. Dans le contexte français, ça fait drôle. Il faut savoir que toutes les études montrent qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes Français qui entreprennent en sortant des études. Et donc ce modèle entrepreneurial est devenu un fait d'actualité. Un mot, si vous me le permettez, sur le verso de la carte, parce qu'on va peu en parler sans doute ce soir, mais il faut dire que Google, le succès extraordinaire de Google, qui a un business model fondé sur le gratuit payant, pose des questions, deux questions rapidement. La première question qui est le rapport au travail. Ma perception personnelle, c'est que Google est une entreprise adolescente qui ne recrute que des gens très beaux, très forts. Et c'est pas l'idée que je me fais de l'entreprise. La question que tout le monde se pose, c'est quel va être l'avenir de Google ? Comment Google va-t-il vieillir ? Et la question peut se poser du rapport de l'entreprise par rapport à la vie privée. Il y a une imbrication exceptionnelle de Google, ça a été montré dans le reportage. Je ne suis pas sûr d'avoir envie de faire mes lessives chez Google, d'avoir envie de faire de la musique, si c'est ma passion personnelle, chez Google. Et je trouve que cette imbrication est sans doute très américaine, elle est très spécifique, elle pose des questions, elle interpelle sur le rapport au travail. Enfin, il y a une question qui est, puisqu'on est sur une chaîne parlementaire, qui est le rapport de l'entreprise à l'État et à l'intérêt général. Aujourd'hui, lorsque vous voyez l'université de Google, qui est l'université de la singularité, inspirée de l'idéologie du transhumanisme, avec des docteurs Mabus type Ray Kurzweil, ça pose des questions très importantes sur l'éthique. On va prendre le temps d'en parler quand même brièvement. C'est un point qu'il faut souligner. Bien sûr. Je voudrais savoir comment vous, Antoine Joutot, vous avez regardé cette success story incroyable de Google. Ça vous fait rêver ? Vous rêvez d'un destin à la Google pour leboncoin.fr ? Nous, aujourd'hui, notre destin, il est national, il est français. Nous, notre trajectoire est rêver de la trajectoire de Google. Vous savez, il y a 2 ou 3 entreprises dans le monde qui vont le faire. Et voilà, ce seront ces entreprises-là qui seront élues. Nous, on est un acteur local. Après, nous, on connaît bien Google. C'est une entreprise avec qui on travaille, donc c'est une relation qui aime bien châtie bien. Mais c'est une entreprise qui est en effet assez fascinante dans sa puissance de déploiement, dans son approche de la technologie, qui a un ADN vraiment technique qui est très fort et qui
qui est un modèle pour ça. Il faut être conscient que la recherche, l'ingénierie qui est derrière, elle est extraordinaire. Ensuite, il y a son approche commerciale et son attitude dans la société. Donc, on échange nous beaucoup avec eux sur cela et on est assez critiques d'ailleurs. Ouais. Nous, entreprise française, même appartenant à un actionnaire norvégien, nous, on a une approche patriotique française. Notre siège social est installé en France. Nous payons nos impôts en France. Nous ne faisons pas d'optimisation fiscale, etc. Donc le patriotisme numérique, ça peut exister. Le patriotisme numérique, ça peut exister, et pourtant, je fais 60% d'EBITDA. Donc si moi j'y arrive, voilà, moi je demande juste que, de manière équitable, nos amis américains et les autres puissent aussi faire cet acte-là, parce que tout le monde sera gagnant. De la question des valeurs, qui est chère à Denis Gancel, on va reparler justement peut-être de l'absence de valeurs de Google dans un instant, mais Sarah Hazan, vous aussi, j'ai envie de savoir comment vous, jeune aventurière du numérique, vous regardez cette aventure Google. Là encore, est-ce que vous, elle vous fait rêver, et surtout comment vous regardez, j'allais dire, le côté tellement archi maîtrisé de cette entreprise qui a maîtrisé de A à Z son image, et notamment le côté bon enfant qu'elle réussit à conserver encore aujourd'hui, alors même qu'elle est devenue un géant? Bien évidemment que c'est fascinant, surtout quand on commence juste à entreprendre une aventure. Bien évidemment que ça fait rêver de voir à quel point on peut arriver en si peu de temps à devenir si gros. Dans les méthodes de management qui sont utilisées aussi, qui sont bien évidemment, il y a des choses bonnes à prendre et des choses qu'on peut critiquer, mais en tout cas qui sont très novatrices aussi et qui bousculent un peu les codes. Qu'est-ce que vous trouvez très novateur, par exemple, si vous pouvez nous citer un exemple? Du coup, cette manière en fait d'impliquer les salariés sans forcément les diriger de manière hiérarchique, de faire en sorte qu'il y ait une espèce de responsabilité d'équipe qui fait que chaque collègue veille sur l'autre et qui donne finalement ce côté responsable sans que ça vienne du haut. Ça, je trouve que c'est innovant et je trouve que ça fait avancer la société. Un nouveau lien hiérarchique. Un nouveau lien hiérarchique, voilà. Le fait de faire en sorte au maximum que les employés se sentent bien sur leur lieu de travail pour qu'ils aient envie justement de venir et de s'impliquer, etc. Après, comme le disait Denis, bien évidemment, il y a des limites à ça et il ne faut pas non plus que franchir toutes les barrières. Mais enfin, ce serait mentir que de dire que ça ne fait pas rêver une aventure comme c'est bien de le reconnaître. On a le droit de rêver aussi un peu sur ce plateau. Alors, rêve ou cauchemar? Parfois, on peut cauchemarder aussi quand même quand on pense à Google, Denis Gancel, notamment si on regarde deux aspects. C'est la situation de quasi-monopole aujourd'hui de cette entreprise. Et puis, ce qu'on nous dit sur la façon dont Google est en train de se préparer à demain en investissant, paraît-il, énormément sur tout ce qui est robotique, intelligence artificielle. Alors ceux qui vont très loin disent que Google est en train de préparer l'homme à l'intelligence artificielle de demain, une espèce de monstre comme ça qui serait justement 100% numérique. Oui, il y a deux choses qu'il faut bien comprendre. D'abord, je parlais tout à l'heure de ce business model qui est fondé sur le gratuit payant. Tout le monde peut penser que effectivement Google c'est gratuit. En réalité, c'est le cas d'ailleurs de l'économie de l'Internet, vous payez 3 fois. Vous payez d'abord parce qu'il vous faut un outil pour accéder, donc vous payez sur un smartphone ou un ordinateur. Vous payez parce qu'il vous faut un fournisseur d'accès. Et vous payez enfin, et c'est sans doute le plus important aujourd'hui, en laissant de la data, donc de la donnée. Il faut savoir que par exemple, sur les sites, les 50 sites les plus consultés aux États-Unis, sur chaque page, vous laissez 10 informations qui vous concernent personnellement, en moyenne. Donc ces données, c'est la question des big data, c'est où vont-elles et pour quel usage? Et aujourd'hui, vous les donnez gratuitement, mais il en est fait un usage commercial, notamment par des entreprises comme Google. Donc ça pose une question éthique, et ça pose une question évidemment pour l'avenir, c'est celle que vous indiquez. Le deuxième point et la deuxième question, et j'ai observé dans le reportage combien les intervenants étaient prudents, tellement la masse de Google est importante, tellement le monopole que vous décriviez, puisque 90% des requêtes aujourd'hui passent par Google dans le monde. Ouais. La question qui se pose, c'est que Google et les fondateurs de Google ont déclaré qu'ils voulaient, par exemple, euthanasier la mort. Évidemment, ils investissent effectivement, donc à la fois dans tout ce qui est longévité et rallongement de l'espérance de vie, et dans tout ce qui est intelligence artificielle. Disons un mot de l'université de la singularité, qui consiste à recruter les esprits les plus brillants à travers le monde, de les mettre dans un endroit aux États-Unis et de les faire travailler sur la bioéthique, les nanotechnologies, etc. Il y a un reportage que je vous recommande qui s'appelle Un monde sans humains, qui a été diffusé sur Arte, qui est exemplaire, où vous voyez quelqu'un comme le professeur Testard qui lance un cri d'alarme en disant on va supprimer les moindres. C'est-à-dire que Google est une société élitiste pour les gens fortunés qui vont avoir les moyens de se payer cette médecine.
Autrefois, en France, au 19e et 20e, les gens qui faisaient ce travail d'euthanasier la mort, c'était l'Institut Pasteur. Et là, on voit bien, et je fais exprès, puisqu'il y a un livre d'Éric Orsena sur Pasteur qui est sorti récemment, pour montrer ces deux images. Est-ce que demain, on veut promouvoir ce modèle de l'Institut Pasteur avec le champ d'intérêt général, avec le rôle de l'État, ou est-ce que l'on veut laisser la médecine du monde aux mains de certains? C'est une vraie question. Eh bien, vous nous l'avez fort bien résumé, la dimension cauchemardesque quand même par moment de cette aventure Google. À présent, on va essayer de se concentrer sur comment ces nouveaux aventuriers néanmoins nous font rêver dans un temps de sinistrose économique. Ça fait quand même du bien d'entendre parler de success story et notamment de success story à la française. Antoine Jouteau, je vous donnerai la parole juste après, Sarah Hazan bien sûr. Racontez-nous cette aventure du Bon Coin dont j'imagine la plupart des gens pensent que c'est une histoire spécifiquement française alors que pas du tout. Ah non, en effet, l'histoire du Bon Coin, c'est la naissance dans les pays scandinaves, en Suède, en 97. Une formidable histoire d'un ingénieur fan de vide-grenier et de brocante et qui construit un site comme il l'aime, c'est-à-dire plutôt tourné vers la recherche autour de soi et non pas de la recherche d'un produit. Donc il crée cette entité en Suède en 97 et puis au fil des années, cette entité grandit et en 2006, l'actionnaire norvégien décide de le déployer en France, mais avec une forte volonté de délocalisation, c'est-à-dire c'est une entreprise qui s'installe en France, mais avec des moyens techniques et des serveurs qui sont en France, des équipes qui sont françaises. Donc 2 personnes qui démarrent en 2006, et aujourd'hui c'est une entreprise de 350 personnes, qui recrute 100 personnes par an, voilà, et qui participe à l'économie française fortement, utilisée par presque un Français sur 2. Donc c'est une formidable machine pour aider les gens à évidemment trouver un logement, se véhiculer, équiper leur maison ou bien trouver un travail. Alors justement, parlez-nous de cette dimension professionnelle aujourd'hui qui est très importante. Ça représente quel nombre de visites chez vous aujourd'hui? Les gens qui viennent chercher du boulot sur le Bon Coin ou en proposer? Aujourd'hui, c'est la catégorie qui grandit le plus vite sur le Bon Coin. C'est à peu près 200 000 offres d'emploi. Et on parle de 2 millions de personnes qui se connectent chaque mois pour chercher un emploi. On parle surtout aussi de 40 000 entreprises qui, en permanence, utilisent le site pour recruter, avec, certes, peut-être pas la plus grande précision de recherche, mais par contre, probablement une des plus grandes efficacités. On parle de 15 jours pour pourvoir un poste. Comment vous expliquez ça, Denis Ganselder? J'ai lu un article sur justement la success story du Bon Coin qui vous comparait à Google, qui disait le succès phénoménal du Bon Coin rappelle celui de l'ogre Google qui dévore tout sur son passage. Vous voyez que vous êtes promis un brillant avenir. Comment vous expliquez justement qu'un site comme le Bon Coin, qui au départ échange quand même essentiellement et purement des objets, se mette à remplacer Pôle emploi, se met à remplacer les agences immobilières qui ont pignon sur rue? Alors, votre question est importante et nous avons conduit une étude au sein de W sur les marques d'avenir. La question est qu'est-ce qui fait qu'une marque est une marque d'avenir? L'enseignement est unanime de la part des clients, c'est qu'une marque d'avenir est d'abord une marque à une histoire. Je dis ça pour toutes les entreprises installées du XXe siècle qui aujourd'hui sont attaquées sur leur business model et qui sont en train d'orchestrer leur mutation. Ce qui d'ailleurs me permet de dire que être entrepreneur, ça n'est pas un statut, c'est un état d'esprit. Et donc vous trouverez des entrepreneurs dans ces grandes entreprises. Il ne faut pas opposer un monde à l'autre. Je reviens 2 minutes au Bon Coin et à cette étude qui montre qu'une marque d'avenir, c'est une marque qui change l'usage du client et la vie quotidienne du client. Et la réponse à votre question, elle est très simple. C'est que pourquoi le Bon Coin, ça marche? Parce que c'est simple, ça me simplifie la vie et que ça me change la vie. Et que ce slogan de mai 68 de changer la vie, aujourd'hui, il est finalement préempté et pris par des tas de nouveaux services. On voit ça dans les transports, évidemment avec des marques que vous avez citées, Blablacar, Wicar, vous voyez ça dans l'hôtellerie, vous voyez ça dans le tourisme. Ça simplifie et facilite la vie des gens, et le consommateur n'attend que ça. Le consommateur adore ça, et ce que saluent les génies et les petits génies du marketing chez vous, c'est d'avoir insisté justement sur cette dimension locale. C'est-à-dire à la fois c'est en train de devenir quand même un géant du numérique, en même temps les gens ont toujours le sentiment que justement on leur propose d'aller trouver la solution à leurs problèmes au coin de leur rue. D'ailleurs il paraît qu'au tout départ de votre aventure, le Bon Coin a cartonné surtout dans le nord de la France, au pays des ch'tis, où il y a cette culture de la brocante. Ça fait partie du mythe ou c'est Non, une c'est la réalité? réalité. C'est la réalité. On doit beaucoup au nord de la France. Qui a porté l'usage du site. Pourquoi? Parce que c'est un site qui favorise les rencontres sur des besoins quotidiens, simples. C'est une marque qui ne fait pas peur, qui a sa carte de France quand même. Et, en termes de patriotisme,
je suis le site le plus patriote en France. J'ai une carte de France sur ma page d'accueil. Et puis, a permis aux gens facilement de réaliser des échanges. 8 transactions sur 10 sur le Bon Coin se font en face à face. Donc les gens se rencontrent et parlent plus d'un objet, puisqu'on parle d'objets à 10 euros, 15 euros, 20 euros aussi. Pas que des appartements à 1 million d'euros. La plupart des objets vendus sur le Bon Coin sont entre 10 et 15 euros. Donc les gens échangent et puis partagent aussi des passions, par exemple. Et c'est ça qui fait le succès de cette marque. La mise en lien, justement, qui est au cœur de votre projet, Sarah Hazan, vous allez nous le raconter. D'abord, vous allez nous dire quel âge vous avez, parce que c'est assez étonnant, et surtout nous raconter à quel âge a commencé l'histoire de Babbler. Vous allez nous le décrire, c'est le Facebook des relations médias. Vous êtes en train de réinventer les relations médias. Vous allez mettre au chômage tous les attachés de presse? Non, pas du tout. C'est ça, racontez-nous. Donc moi j'ai 32 ans. J'ai cofondé Babbler avec ma sœur, Anna, qui a 28 ans, on a 4 ans d'écart. On a commencé, donc Babbler existe officiellement depuis 2 ans et demi, mais nous, l'aventure a commencé à peu près 1 an avant, le temps de monter le projet. Donc à moins de 30 ans, quoi. Voilà, ah oui. Et pour Anna, c'était même son premier boulot directement après ses études. Donc oui, on s'est lancé très jeune là-dedans. Donc notre ambition, elle est assez simple en fait. On est parti d'un constat que vous devez connaître aussi. C'est finalement les journalistes, les influenceurs, les médias sont sursollicités. En gros, ils reçoivent entre 300 et 500 mails par jour. Ils en ouvrent 3%, ils en traitent 1%. Donc les consultants RP et les marques ont de plus en plus besoin de s'adresser à ces gens-là et ont de moins en moins de moyens pour réussir à les toucher. Donc on s'est dit, il faut reformuler tout ça, il faut créer un nouveau moyen de mieux toucher ces communautés médiatiques et d'implémenter, c'est pour ça qu'on se compare dans l'aspect à Facebook, bien que ce n'ait rien à voir. On veut intégrer la notion d'engagement, de communauté, de fédération qui existe sur le social media dans les relations médias. Et très concrètement, c'est une plateforme sur laquelle les marques ont un profil, comme un profil Facebook, sur laquelle elles centralisent l'ensemble de leur contenu. C'est un point de rendez-vous, donc l'ensemble de leurs communautés médiatiques sont invités à les suivre sur Babbler. À ce moment-là, on inverse la tendance. Plutôt que de pousser du contenu à des communautés médiatiques, ce sont les médias qui deviennent des followers de sa marque. Et ensuite, on peut communiquer en temps réel avec eux, avec tout un tas de features, bien sûr, qui aident dans l'usage quotidien et les consultants. Et pour qu'on comprenne bien, c'est un outil en plus que vous proposez à la stratégie com d'une boîte, ou c'est censé totalement prendre la place de services de presse traditionnels ou de... En fait, c'est un outil. Donc, par définition, il ne pourra pas établir une stratégie, il ne pourra pas remplacer le rapport humain qu'il existe entre un consultant et un journaliste. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne pourra pas remplacer. En revanche, le métier de consultant en relations médias doit absolument évoluer. Et aujourd'hui, c'est un outil qui va lui permettre, dans l'usage, de changer complètement son quotidien. Donc là où avant, on allait créer des dossiers pour échanger des contenus très lourds, donc on va créer des WeTransfer, des Dropbox, etc., où on va échanger des centaines de mails. Là, on va juste se connecter sur Babbler chaque matin, poster ses contenus, interagir avec ces différentes communautés médiatiques sur une seule et même plateforme. Je n'ai pas besoin d'aller sur mes mails pour communiquer avec mes journalistes, sur Twitter avec mes influenceurs, sur Facebook avec mes quelques amis du lobby. Voilà, sur une seule et même plateforme. Donc ça va transformer l'usage. Ça va permettre aux consultants de gagner entre 25 et 35% de leur temps de travail, ce qui va leur permettre de monter en compétence sur de la stratégie et de laisser l'opérationnel être automatisé via la plateforme. Le discours commercial est bien rodé, archi convaincant. Vous êtes en train d'ouvrir, je crois, un bureau à New York. Vous avez déjà combien de clients à votre actif? Alors du coup, on vient d'ouvrir le bureau à New York là au mois de septembre. C'est Anna du coup donc on s'est séparés physiquement, qui s'est installée du coup à New York. Les États-Unis, c'est pas du tout le même marché que la France. C'est un marché qui est beaucoup plus technophile, qui est très friand de ce genre de technologie. Donc on a fait notre premier salon au mois de novembre pour annoncer l'ouverture officielle de Babbler au PRSA d'Atlanta. Et ça nous a généré 200 leads entrants, donc 200 marques qui ont demandé à pouvoir utiliser notre plateforme. Donc là, on est dans la phase de démo et ensuite on va les intégrer sur la plateforme d'ici 1 mois. Pas mal quand même cette jeune aventure. Denis Gancel, est-ce que c'est vrai ce qu'on lit partout, c'est-à-dire que malgré ce qu'on peut aussi nous décrire sur cette morosité économique française, ces Français qui décidément n'auraient pas l'esprit d'initiative et d'entreprendre, malgré ça, il y a une jeune génération qui est là, des gens comme vous qui ont moins de 30 ans, qui à peine leur diplôme en poche et parfois ils ne l'ont même plus, vont comme ça trouver des fonds, monter une start-up et que ce serait même très parisien, c'est-à-dire que les incubateurs à Paris, par exemple, il faut le savoir, c'est des lieux où on favorise la création de ces startups-là. Il y en a de plus en plus.
Oui, vous avez raison, Émilie. Je voudrais reprendre ce qui a été dit par Sarah et Antoine, parce que et essayer de rentrer dans l'intérieur du processus entrepreneurial. Alors, pour répondre tout de suite à votre question, il n'y a jamais eu autant d'entrepreneurs en France. La France crée un peu plus de 500 000 entreprises. Il faut se méfier de ce chiffre parce que là-dedans, il y a des 2/3, c'est des entreprises d'auto-entrepreneurs. Et donc, il y a 170 000 entreprises, sociétés qui sont créées en 2015. Et c'est beaucoup par rapport à d'autres pays comparables de l'Union européenne, par exemple ? C'est beaucoup plus que les pays du G7. Et donc, nous avons en France, mais d'ailleurs c'est très historique, hein, un tempérament entrepreneurial. Nous avons d'ailleurs du génie pour créer des prototypes. Notre grande difficulté, c'est de créer des séries, parce que nous sommes incorrigibles, nous détestons la discipline, nous sommes des inventeurs géniaux, mais on a du mal à industrialiser nos inventions. On fait des one-shots, quoi. Mais si vous me le permettez, je voudrais rentrer dans ce processus qui est magnifique. Sarah l'a bien dit, tout entrepreneuriat démarre d'une observation particulière du monde. Pour être un entrepreneur, il faut d'abord identifier un point, un sujet qui est à résoudre. Il ne s'agit pas de chaluter l'océan, il s'agit de s'occuper de la goutte d'eau et à partir de cette goutte d'eau, de faire la stratégie du nénuphar, c'est-à-dire de grandir. C'est ça qui fonctionne bien. Et je voudrais dire, puisque là encore on est dimanche soir, dire aux parents de ne pas s'inquiéter quand un jeune veut entreprendre. Il n'y a rien de plus enthousiasmant. Moi, il y a un peu plus de 15 ans, j'ai connu ce frisson qui consiste à prévenir ses proches qu'on va diminuer son salaire par 2, qu'on va revendre sa voiture et puis qu'on va démarrer en allant acheter des Macs à la Fnac et puis qu'on démarre à 3. Aujourd'hui, W, c'est 200 personnes. On est dans un réseau international d'Avas. Et quelle joie, voilà, quel accomplissement. Je voudrais vraiment dire ça. Et d'ailleurs, je l'ai dit tout à l'heure, mais les études montrent que les jeunes, en priorité, veulent entreprendre et être autonomes. Ensuite, ils veulent être salariés. Et enfin, ils veulent être fonctionnaires. Ouais. Et donc, par rapport à cette idée que la France est un pays de fonctionnaires, c'est inexact. D'ailleurs, au passage, on a besoin de tout le monde. Un entrepreneur a besoin de fonctionnaires qui fonctionnent et de salariés qui soient des intrapreneurs. Un dernier mot, si vous me permettez, pour dire quelque chose qui me tient à cœur, c'est qu'il y a une illusion de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que la difficulté ne consiste pas à créer son entreprise, mais le génie, c'est de durer. L'entrepreneuriat, c'est la course au large. Il y a du monde au départ, il y a du monde à l'arrivée. Ouais. Si vous avez réussi, qui ferment leurs portes au bout de 2 ans, en moins de 2 ans. Il y en a 100 par an. Il y a 100 défaillances, il y a 100 défaillances par jour en France. Et la difficulté de cette traversée, évidemment, c'est au milieu de l'océan où la base, c'est le client. Et je suis inquiet de voir que dans d'opérations qu'on a pu monter qui s'appelle Wake Up, où on aide les entrepreneurs, le juge de paix aujourd'hui de l'entrepreneur en France, c'est la levée de fonds. Ouais. Mais quand on a levé des fonds, on n'a rien fait. Et il faut le dire que le juge de paix de l'entrepreneur, c'est d'abord de passer la période de fragilité, qui est entre 2 et 4 ans. Car si vous êtes encore là au bout de 2 ans, ça veut dire que ça a marché. Et c'est là où les ennuis commencent. Parce que vous devez organiser votre boîte, que ce n'est pas forcément le même talent que celui qui a créé la boîte pour l'organiser, pour la solidifier. Et c'est là où, finalement, les entrepreneurs ont besoin d'aide, non pas pour l'amorçage, mais pour l'accélération. Et pour durer, pour s'inscrire dans la durée. Alors j'aimerais qu'on termine cette émission, cette discussion en parlant de ce qu'on appelle aujourd'hui la nouvelle économie collaborative ou participative. Évidemment, Le Bon Coin fait partie aujourd'hui de ces nouveaux modèles, mais il y a aussi également Blablacar, ce site de covoiturage qui a rejoint cet automne ces rares startups françaises non cotées en bourse et valorisées aujourd'hui, je crois, à plus d'1 milliard de dollars. Alors, on va écouter tout de suite Frédéric Mazella nous commenter, là encore, cette incroyable success story. On regarde. C'est vrai qu'au début, les premières années, on pouvait regarder le projet comme étant n'ayant pas forcément beaucoup d'avenir, parce qu'on se disait mais quoi, est-ce que les gens vont vraiment partager leur voiture, est-ce que ça a vraiment un avenir, voilà, on était tellement dans un modèle d'utilisation de la voiture tout seul qu'on ne voyait pas forcément l'opportunité, et maintenant on est en train de se rendre compte que oui, il y a des dizaines de millions de voitures vides. Alors on avance avec les pays qui nous semblent les plus pertinents pour le service, donc voilà, on regarde différentes composantes de chaque pays pour savoir si le covoiturage a des chances de marcher dans ce pays-là ou non. Donc ça va évidemment du coût de l'essence, mais aussi du coût de la voiture en général, aux alternatives de transport dont les gens disposent pour aller d'une ville à une autre, puisque nous, voilà, on fait du covoiturage de ville à ville. Voilà, Blablacar, Le Bon Coin, des success stories, et notamment ici en France. Antoine Jouteau, évidemment, vous écoutez ces grands experts, ces grands économistes, comme par exemple Jeremy Rifkin, qui nous annoncent, qui nous prédisent la mort du capitalisme remplacé par ces nouveaux modèles économiques. Ça vous paraît exagéré, illusoire ou peut-être bien réel ?
Non, je ne crois pas. C'est-à-dire que ce que cette économie est en train de créer, c'est au contraire une espèce de foisonnement de création de valeur, avec des business models qui arrivent à être rentables. On voit Blablacar, on parle du Boncoin, on parle de Drivey. Voilà, il y a un vrai écosystème qui est en train de se construire. Moi, la question, je veux juste revenir sur un point qui est important, puisqu'il y a beaucoup de parlementaires qui sont en train de nous regarder. Ouais. Je pense qu'il y a une question réglementaire qui est forte aujourd'hui. Vous savez qu'en France, il y a une vraie obsession pour réglementer et essayer d'encadrer et de brider cette économie. Je pense qu'il faut peut-être essayer de mieux la comprendre, comment elle fonctionne, et surtout essayer de se dire, attendez, chers parlementaires, si vous mettez en place une réglementation, pensez France, pensez Europe, et interrogez-vous de savoir comment les start-up, les entreprises françaises vont être capables de lutter dans un cadre réglementaire strict face aux entreprises américaines. On parlait de Google, mais on parlait des autres acteurs. Aujourd'hui, on pourrait parler d'Airbnb, là, justement. Il faut protéger les entreprises françaises, ne pas les brider, les protéger pour que tout le monde soit sur un même pied d'égalité. Mais ne légiférez pas sur cette économie. Ne bridez pas les success stories à la française. Qui, elle, est exposée à une compétition mondiale. Voilà, ne bridez pas les initiatives françaises. Mais en tout cas, c'est une économie positive qui crée des emplois. Sur le Boncoin, par exemple, il y a 500 000 entreprises qui utilisent le Boncoin. 500 000. Elle fait tourner intégralement des entreprises, des PME qui ont besoin de générer leur activité. Voilà. C'est ça, cette économie, c'est une économie riche. Message reçu par les députés qui vous regardent, certains en tout cas certainement ce soir. C'est l'une des questions que je voulais vous poser aussi pour terminer cette émission, Sarah Hazan. Dans quelle mesure vous avez eu le sentiment que c'était facile ou pas facile de vous lancer dans cette aventure dans ce pays, le vôtre, la France? En quoi la France vous a aidé? En quoi la France vous a desservi d'une certaine manière dans son fonctionnement? Moi, j'ai trouvé au contraire que c'était un contexte assez favorable. La levée de fonds, par exemple, ça s'est passé facilement, les aides? Oui, non, enfin, moi je trouve qu'on a été aidés. La levée de fonds, c'est encore autre chose, mais oui, on a reçu par exemple des aides de BPI, des subventions pour le développement international via la COFAS. Donc moi, j'ai trouvé que au contraire, le contexte français était plutôt favorable au développement des sociétés en France. Après, comme toutes les sociétés, oui, il y a des contraintes dans le développement, et puis c'est en fonction des steps qu'on passe que c'est de plus en plus contraignant et difficile à gérer. Mais je ne trouve pas que la France soit un pays où c'est difficile d'entreprendre. Denis Gancel, vous partagez cette vision-là de la France entrepreneuriale? Oui, je partage ça. La difficulté, c'est pas de commencer, c'est de poursuivre. Notre point faible, c'est qu'il n'y a pas de start-up ou suffisamment de start-up qui passent le cap des 50 millions de chiffre d'affaires, alors que c'est la grande force des États-Unis. Ouais. Les États-Unis, il ne faut pas oublier, ont 300 millions de consommateurs installés à domicile, de façon domestique. Ils ont un marché domestique qui est considérable. Nous on représente 2% du PIB mondial. Et donc, c'est pour ça que l'Europe est absolument stratégique. Et la capacité, et c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, les modèles de start-up, et c'est d'ailleurs ce que fait Sarah, il faut aller vite à l'international. Car on est dans un mécanisme, c'est la guerre de mouvement. Il faut aller très vite à l'international pour déclencher un mécanisme très vertueux pour les marques, c'est que la réputation précède le succès. Voilà. Alors, ça pose deux questions. Une question formidable pour ces marques, c'est qu'on arrive à avoir une image formidable alors qu'on ne gagne pas d'argent et qu'on a peu de salariés. C'est formidable. Ça pose un petit problème d'éthique et d'équité que soulignait Antoine, qui est que les entreprises installées du XXe siècle, qui ont un business model ancien, sont attaquées avec des gens qui ne respectent pas les mêmes règles qu'eux. Et donc le travail du législateur, à ce titre, il est fondamental. Success Story, éthique et responsabilité des parlementaires. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus revivre avec nous cette aventure Google et d'être venus nous parler de vos aventures, à vous tous les trois qui êtes des entrepreneurs, des aventuriers du numérique. Merci encore, merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne bien évidemment rendez-vous dès la semaine prochaine, même endroit, même heure, pour un nouveau film qui, je l'espère, fera débat. Ciao. Nous vivons une époque, les prophéties de la Bible vont s'accomplir. Elles se réalisent.